261 pays, la plateforme SaaS de mesure ESG dédiée au sport vous présente Impact. Bonjour à tous, ça s'appelle Impact et c'est le nouveau rendez-vous que vous propose Sport en France. Petit indice, mes lunettes sont vertes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous allons nous poser une question. Comment le sport, qui nous est si cher, peut-il ou doit-il ou sait-il s'adapter au changement climatique ? Quel est l'impact des enjeux de développement durable sur le mouvement sportif, les entreprises, les industriels de la filière sport ou encore les marques sport ? On va s'interroger dans ce nouveau rendez-vous Impact et on va le faire aujourd'hui avec Virginie Renou. Virginie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission RSO, responsabilité sociale des organisations au sein de la Fédération française de triathlon. En face de vous, Renaud Blondel, cofondateur de l'agence ComQuest, on en parlera dans quelques instants. Bonjour. Et puis, merci à Thierry Goss, le président de la Fédération française de triathlon, d'être avec nous. En visio également est avec nous aujourd'hui Louis Noël. Louis, bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de France de paratriathlon. Et de plus, ce qui justifie encore plus votre invitation aujourd'hui, vous êtes ingénieur environnement chez Spheris. On va revenir avec vous dans quelques instants pour votre retour d'expérience. Mais avant, ça va être la tradition dans ce nouveau rendez-vous, le chiffre du mois. Alors le chiffre, c'est plus 300%. C'est l'augmentation des revenus mondiaux générés par le sport féminin d'élite en 2024. J'ai bien dit plus 300% sur une étude du cabinet Deloitte. Généralement, c'est sérieux. Les sports d'élite féminins vont générer 1,28 milliard de dollars de revenus dans le monde en 2024. C'est 300% de plus que lors de la précédente étude qui avait lieu en 2021, les trois sports les plus rentables, ça ne va pas être surprenant, c'est le football, le basket et loin dernière, le tennis. Petite réaction de Virginie Renou peut-être. Est-ce que c'est le cas chez vous au triathlon ? L'augmentation de la pratique et des revenus liés au sport féminin ? Alors, au niveau des revenus, je ne serai pas la plus à même de vous en parler, mais par contre, au niveau de la pratique, oui, effectivement, on a battu des records encore cette année, enfin cette année surtout, mais depuis le début de l'activité du triathlon. Et aujourd'hui, donc, à plus de 18 500 féminines. Très bien. Et donc, ce sont des beaux chiffres et on espère que ça continuera avec... Voilà pour le chiffre du jour. Maintenant, on va s'intéresser au débat, justement, à propos de cet impact du changement climatique sur le sport. Débat. Alors, on va tout de suite rendre visite à Louis Noël. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de France de paratriathlon et en même temps, vous êtes ingénieur environnement chez Spheris. Donc, s'il y a quelqu'un qui est concerné par cette question, c'est bien vous. Quel est l'enjeu, si je puis dire, global d'abord ? Quelle est votre vision sur l'enjeu global ? Et puis, plus précisément, de la discipline qui vous intéresse en premier, le triathlon. C'est vrai qu'on a pas mal d'enjeux. Je sais qu'à titre personnel, pourquoi j'ai fait un sport de nature et pourquoi je fais du triathlon notamment, c'est pour pouvoir pratiquer et m'entraîner en nature justement, que ce soit en natation, en lac, en rivière ou en mer. Et puis le vélo, la course à pied, le faire quand même en nature, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus plaisant. Mais cette nature, il faut la protéger. Et là, on le voit bien dans les enjeux actuels, que ça soit climatique ou par rapport aux déchets, aux températures ou à la qualité de l'eau. On voit qu'on a pas mal d'enjeux, on est pas mal impacté. La saison 2023 nous l'a montré aussi, avec pas mal de triathlons qui ont été transformés en duathlon à cause soit de qualité de l'eau, soit d'aléas climatiques. Donc voilà, en tant que sportif, on voit bien que l'environnement est impacté, que le climat est impacté. Et puis c'est aussi à nous, en tant que sportifs, et notamment sportifs qui peuvent avoir une petite vitrine, d'essayer d'amener des choses. Alors, une petite précision pour nos amoureux du sport qui sont donc... qui suivent cette émission aujourd'hui. Parlez-moi un peu justement du paratriathlète. Comment s'est organisé les trois compétitions, les trois épreuves ?
Alors, comme vous pouvez voir sur les différentes images, en fait, le paratriathlon, c'est un enchaînement de 3 disciplines. On commence par la natation, donc on nage 750 mètres. On enchaîne, donc on fait une transition, on enchaîne directement sur le vélo. Alors pour moi qui suis en catégorie fauteuil, c'est un handbike où on pédale directement avec les bras sur 20 km. Et on finit par la course à pied. C'est les images que vous voyez actuellement, où là on est en fauteuil d'athlétisme et on tape directement avec des gants renforcés sur les mains courantes pour avancer donc sur 5 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc le tout enchaîné, ce qui fait une petite heure d'épreuve. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je me tourne maintenant vers Cédric Gosse, président de la Fédération française de triathlon. C'est un enjeu majeur pour vous, peut-être parce que justement, vous êtes tellement en contact avec le milieu naturel dans votre épreuve que mieux que, le ping, comme on dit maintenant, ou le basket, vous êtes vraiment directement concerné par ce changement climatique. Oui, c'est un enjeu majeur et c'est une préoccupation pour la fédération qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les 10 dernières années, cet enjeu, la question du développement durable, la politique de responsabilité sociale des organisations, elle est inscrite au cœur du projet fédéral depuis au moins les 10 dernières années. Vous n'avez pas attendu aujourd'hui la mode, si j'ose dire, de ces changements? Tout à fait. Et nous investissons sur cet enjeu stratégique 3 pôles particulièrement, la question de l'environnement, le social et la gouvernance. Donc on essaie d'avoir une action systémique, globale, sur ces aspects-là. D'autant plus qu'en triathlon, nous voyons, comme disait Louis Noël, les effets du réchauffement climatique sur la qualité des eaux, la baisse du niveau d'eau aussi, qui impacte forcément la qualité de l'eau derrière. Et nous avons d'ores et déjà eu quelques triathlons qui s'annulent à cause de ces phénomènes climatiques. On reviendra sur l'eau pour les Jeux de Paris, justement, avec le fameux phénomène de la Seine. On en parlera dans quelques instants. Virginie, est-ce que concrètement, vous nous donnez 2-3 exemples qui concernent directement l'action sur l'environnement ? Oui, alors comme le disait Cédric, la Fédération agit à bras-le-corps depuis de nombreuses années ces éléments de développement durable et tout s'est structuré, élaboré autour de plans d'action, notamment par le biais de la structuration de la Fédération en elle-même et puis de tous ces organes déconcentrés que sont donc les ligues, les CODEP et les clubs. Donc en les accompagnant par le biais d'appui conseil, comme nous avons pu le faire pendant une longue année pour pouvoir justement mettre en place derrière des actions concrètes de terrain, entre autres, et puis en développant évidemment les réseaux communicants en interne pour pouvoir faire en sorte que ça se déploie un maximum, avec aussi tout simplement sur le terrain la mise en place de solutions durables. Donc ça passe par les compétitions nationales qui permettent après d'ouvrir aux champs de compétitions qui sont beaucoup plus locales, par le biais de rampes à eau par exemple, qui permettent notamment d'éviter les bouteilles plastiques, les filières de recyclage qu'on essaye aussi de développer sur tous les articles de sport et de loisirs, qui sont aussi aujourd'hui des choses qu'on peut faire très simplement, déposer tout ce qu'on n'utilise plus, tout ce qui est à recycler ou qui n'est plus utilisable, ou leur faire vivre une deuxième vie. Voilà. Donc c'est un ensemble d'actions qu'on essaye de mener à la fois en interne et puis évidemment sur le terrain. Renaud Blondel, cofondateur de l'agence ComQuest. En 10 secondes, elevator pitch, qu'est-ce que ComQuest ? Agence de communication généraliste avec un gros département marketing sportif. Alors, est-ce que vous sentez aujourd'hui une attente justement des entreprises concernées sur ce sujet? C'est le passage obligé en quelque sorte? Oui, alors vous parliez tout à l'heure d'effet de mode, c'est justement l'un des écueils dont se préserver. Nous, il n'est pas un brief que nous recevons à l'agence sans une revendication RSE, RSO, parfois assez artificielle. Donc si on voit le bon côté de la montagne, c'est que la prise de conscience est collective, etc. Mais par contre, si on voit le côté à l'ombre de la montagne, ça galvaude un peu le leitmotiv, ça le tronque. Et d'ailleurs, une enquête est sortie il n'y a pas longtemps de Harris Interactive qui dit que 75% des Français restent méfiants sur les engagements sociétaux et environnementaux des institutions et des entreprises. Des institutions et des entreprises. Donc il ne suffit pas de se dire vertueux pour l'être. Et donc nous, on essaye de préserver la fédération de ces écueils-là. Et parmi ces écueils, il y a le fameux procès en illégitimité, le greenwashing, c'est-à-dire parler, revendiquer, mais ne pas faire grand-chose. Il y a le dogme.
Il ne faut surtout pas se montrer inquisiteur, moraliste, donneur de leçons. Et puis il y a l'autoproclamation, qui est le troisième écueil, c'est-à-dire qu'il faut laisser à ses audiences le soin de conclure que vous êtes vertueux et utile à la collectivité. Cédric Gosse, vous sentez auprès de vos partenaires financiers, institutionnels, cet appétit pour cette mise en avant de ces nouvelles valeurs, j'allais dire ? Oui, c'est même plus qu'un appétit, c'est véritablement le centre de nos discussions avec nos partenaires privés, dans les rencontres que nous avons, même sur la création de futurs partenariats. On parle, au-delà de partager des valeurs, de concrètement des actions sur le terrain en faveur de ce développement durable, du respect de la nature, de la question de la gouvernance, de la question de la place des femmes dans l'institution, dans la fédération, le développement de la thématique de la mixité. Donc c'est extrêmement présent. Louis, de votre côté, vous avez les deux casquettes. J'ai vu la déclaration du groupe dans lequel vous travaillez, Sphéris, qui est aussi un partenaire d'ailleurs de la fédération, un grand partenaire de la fédération. La promotion d'un sport citoyen et responsable fait écho à nos actions en termes d'insertion et de RSE. Quelles sont, Louis, ces actions et en quoi elles se mêlent pour vous, j'allais dire, même votre confort intellectuel, en quoi elles se mêlent à votre action sportive de sportif de haut niveau ? Oui, finalement, l'entreprise Sphéris déjà a pas mal d'actions de terrain, vu qu'on agit sur le ferroviaire et qu'une grande majorité des employés de Sphéris sont tous les jours sur le terrain. Donc, comme un triathlète, finalement, on est au quotidien dans la nature ou alors dans des éléments extérieurs. Donc là-dessus, ça se rapproche pas mal du triathlon. Et puis, oui, tout ce qui est cohésion, insertion. Déjà de par le dynamisme de l'entreprise et puis aussi mon insertion en tant qu'ingénieur environnement là-bas qui gère la politique RSE de l'entreprise, on essaye d'impulser cette dynamique sportive, environnementale et finalement en ayant cette casquette d'ingénieur RSE et de sportif, ça permet d'impulser des actions et cette dynamique qui peut faire un peu bouger les choses et qui nous permet d'agir concrètement, que ce soit sur le bilan carbone ou sur des actions de colibri, de la gestion de déchets, des choses comme ça. Donc voilà, on essaye de faire une mixité là-dessus et d'être le plus impactant possible. Ouais, ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que et ça y participe, en fait, il faut que le storytelling, pardon d'utiliser le jargon un peu pub, mais soit aussi naturel que possible. Et le triathlon, sa grande force, c'est qu'il a une disposition naturelle à revendiquer le RSO. La mixité, c'est le relais mixte. Donc c'est constitutif même de l'épreuve du jeu lui-même, du sport lui-même. Donc le triathlon n'a pas attendu ces effets de mode. Sur l'environnement, il est lui aussi constitutif de la discipline, puisque on est en eau vive, on est face au courant, on est face au vent, on est sur une route de forêt, sur une route de campagne. On n'a pas mieux comme contact avec l'environnement global que le triathlon. Et l'inclusion, quels meilleurs ambassadeurs que l'équipe para, c'est une dimension inclusive par définition qui réussit sportivement, qui médiatiquement explose complètement. Donc en fait, naturellement, le triathlon a ses prédispositions. Cédric Gosse, les Jeux de 24, alors on en parle, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, est-ce que c'est pour vous, peut-être plus que pour d'autres sports, parce que vous le disiez très bien, c'est un sport qui explose, avec la notoriété de ses champions, avec cet impact et ce côté, alors j'aime pas le mot mode, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance qui rapproche plus vers votre sport que vers des sports indoor. Est-ce que pour vous, les JO olympiques paralympiques de 2024, c'est une opportunité peut-être plus importante encore pour les autres ? Bien sûr, c'est un enjeu majeur d'exposition, de pouvoir montrer notre sport, d'autant plus que nous avons des résultats tout à fait exceptionnels, avec une équipe de France qui n'a jamais été aussi forte, aussi homogène. Donc moi, je ne peux pas prédire les médailles,
Néanmoins, je peux dire que la France va peser sur les courses et que le maillot français, nous allons le voir à l'avant de la course. Donc pour nous, c'est extrêmement important ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le triathlon expose plus encore? Je discutais l'autre jour dans une émission, on échangeait à propos du cyclisme, qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité, d'organisation, les ronds-points, etc. Le triathlon, j'allais dire, c'est c'est la triple dose, avec l'environnement pour l'eau, avec les routes également bloquées. Est-ce que tout ça arrive à se balayer dans ce pays où les normes prennent le pas sur les organisations classiques aujourd'hui? Étant moi particulièrement au contact avec les collectivités, les mairies sur nos grandes épreuves fédérales, on sent véritablement qu'on est dans l'essor de notre sport avec une véritable volonté de nous accueillir. Donc il y a des efforts qui sont faits, considérables. Je vais prendre par exemple, vous parliez des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la question de la Seine par exemple. On sait que ces Jeux Olympiques et Paralympiques, en termes d'héritage, sur la qualité de l'eau de la Seine, il va y avoir un impact considérable au profit des Parisiens derrière. Je crois, sans trop me tromper, c'est 1,4 milliard d'euros d'investissement par l'État pour faire en sorte, avec la mairie de Paris, que la Seine retrouve des conditions de baignabilité acceptables. Et derrière, il va y avoir des possibilités de baignade dans la Seine pour l'ensemble des Parisiens. Donc, vous voyez, au-delà de l'attrait sportif, il y a un véritable enjeu sociétal derrière. Louis, votre avis, bien sûr, là-dessus, puisque vous en rêvez la nuit ou en vous rasant le matin, vous vous dites je vais me retrouver dans la Seine? Est-ce qu'il y a une petite appréhension? Est-ce que vous qui êtes ingénieur, en plus, vous allez connaître les données? On en est où aujourd'hui d'ailleurs? Vous avez des infos sur l'évolution de cette baignabilité de la Seine? Alors sur le test event, on a déjà nagé, en tout cas sur la reconnaissance, on a nagé dans la Seine. Après, on s'est déjà baigné, on a déjà fait des eaux plus sombres, on va dire. Donc bon, ça reste une natation. Dans la Seine, ça fait rêver. En tout cas, le lieu. Après, l'eau, on se dit que la ville de Paris et les JO vont tout faire pour avoir une meilleure qualité d'eau possible. Et puis, on verra pour les tests. Mais oui, on s'entraîne pour un triathlon. Donc, l'idée, c'est de faire un triathlon et d'aller nager là-bas. Donc, j'espère y aller. Et puis voilà, on verra. Et puis, au-delà de ça, on l'a vu sur le test event, vous voyez comme la carte postale est belle. Elle est extraordinaire. On a vu des images du triathlon de Paris, et on voit des images là encore actuellement. C'est juste époustouflant. Mais vous avez toujours un décor qui fait rêver. Que vous soyez en pleine nature ou que vous soyez dans une ville, c'est le plus du triathlon. C'est pour ça que vous parliez des contraintes qui pèsent sur l'organisation des épreuves ici et là. Mais cette multiterritorialité, c'est un avantage monstre. Quand Fréjus accueille un Grand Prix, c'est une fenêtre extraordinaire pour voir son littoral, pour voir sa garrigue, pour voir, et ainsi de suite. Et on ne pratique pas le triathlon de la même façon selon qu'on est dans les Alpes ou selon qu'on est en Bretagne. Et nous, en tant qu'agence, cette multiterritorialité, c'est du pain béni dans le discours. Cédric Gosse, vous évoquiez tout à l'heure des épreuves qui avaient dû être annulées. Est-ce qu'il y a vraiment un danger pour les mois, les années à venir, de voir des épreuves impactées, c'est le cas, par ou la chaleur ou des problèmes de pollution ou autre? Oui, alors ce n'est pas un phénomène d'ampleur. Néanmoins, on a dans notre calendrier quelques épreuves qui ont dû être annulées à cause de la baisse des eaux, donc l'impossibilité de se baigner, ou alors du fait de la baisse des eaux, du réchauffement de l'eau et donc de la dégradation de la qualité de l'eau. Les phénomènes de chaleur aussi, en cas de canicule, qui rendent les efforts d'endurance où il faut être un petit peu plus prudent. Donc on a eu effectivement quelques petites alertes. Voilà. Mais cela doit nous permettre de réfléchir à travailler, à transformer les habitudes, à s'adapter aux conditions d'organisation. Donc on est extrêmement attentif sur ce sujet. Oui. Pour toujours aller un peu plus loin sur cette discipline que j'aime beaucoup personnellement, Louis-Noël, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui manquerait peut-être au triathlon, c'est justement que le sportif moyen puisse adhérer au triathlon sans avoir cette inquiétude parce que ça fait peur, entre guillemets, de voir ces trois disciplines. Quand on voit des épreuves plutôt extrêmes, on va avoir une image du triathlon. Est-ce qu'aujourd'hui, le sportif du dimanche,
plus évidemment, va venir au triathlon ou vient-il au triathlon? Comment vous le sentez-vous autour de vous? Non, j'ai justement envie de dire que le triathlon a cette belle image d'être un sport vert, d'un sport nature. Et quand on fait un triathlon, que ce soit du court distance ou du très longue distance, bah, c'est justement pour être dépaysé, pour aller chercher, par exemple, nager en mer ou dans des lacs magnifiques, aller faire du vélo sur des routes de montagne ou des routes en bord de mer, des choses comme ça. Ça garde ce bel attrait, cet attrait nature. Justement, essayer de mieux de se connaître soi-même, parce que le triathlon, c'est aussi une philosophie de vie, et tout en étant dans la nature et se challenger dans cette nature, c'est ce qui fait la beauté du sport. Donc non, j'ai envie de dire que ça peut d'autant plus intéresser les triathlètes et les futurs triathlètes. En tout cas, je les encourage à se lancer. Cédric Gosse, votre axe de développement de la fédération, c'est plus vers le haut niveau, plus justement vers des distances courtes qui vont permettre à des sportifs moins expérimentés d'aller vers le triathlon? Quels sont vos axes de développement? Les axes de développement, c'est, comme on est une fédération olympique et paralympique, c'est le haut niveau, mais c'est également la pratique pour tous, le sport santé, le sport loisir. Et on a la particularité à la Fédération française de triathlon d'avoir 62 000 licenciés, une progression de 6 à 8%. Et puis aussi ce que l'on appelle des passes compétition, 160 000 passes compétition, c'est-à-dire la licence d'une journée. Donc nous avons plus de pratiquants occasionnels que de licenciés. Et cette particularité, cette singularité, elle montre tout l'attrait du triathlon. Et nous avons travaillé sur la diversification de nos formats, donc du plus court au plus long, pour permettre d'avoir une offre sportive la plus large possible. Le regard du pubard là-dessus? Vous avez raison sur un point, et ça fait souvent l'objet de conversations. Il faut veiller au risque d'autodiscrimination. Ça reste une discipline qui peut être reçue comme exigeante. Et paradoxalement, avec l'effet du très haut niveau et d'une équipe de France qui performe, ça peut surenchérir sur ce sentiment d'excellence. Est-ce que je vais avoir le niveau? Ça. Je ne suis pas concerné. Voilà, exactement. Mais c'est là que la fédération a été très habile en se diversifiant. Et nous, agence, on va organiser des campagnes de rentrée qui sensibilisent les jeunes, sans discrimination, le petit, le gros, le grand, chacun à sa place. Et on y travaille beaucoup et quotidiennement. Et on sent le regard changer. Vraiment. En tout cas, je pense, je revendique une petite spécialité du sport, que vous avez vraiment une discipline complètement dans l'air du temps et vous êtes une des disciplines qui va exploser dans les mois et les années à venir. J'en suis certain. Un dernier mot sur la préparation des Jeux avec Louis-Noël. Comment ça se passe? Comment c'est organisé tout ça? Vous avez des stages, des compétitions? Comment ça se passe? Oui, bah justement, on revient d'un stage équipe de France de 2 semaines à Saint-Raphaël, donc au Crêpes de Vouloris. Là, on a une période de stage plus personnel. Certains sont à Lanzarote, d'autres selon les compétitions à venir. Et puis les compétitions, justement, vont arriver très vite. Une première manche de Coupe du Monde à Abu Dhabi, dès début mars. Et après, les compétitions s'enchaînent jusque fin juin, où là, en fin juin, on aura la réponse de savoir si on est sélectionné ou pas. En fait, c'est un ranking mondial et les meilleurs sont sélectionnés pour les Jeux. Et à ce moment-là, on se préparera à Vichy, puis après à l'INSEP et au village olympique pour faire la meilleure performance possible aux Jeux. 2 questions courtes pour terminer. La première, ça s'annonce bien la qualification? Pour l'instant, je suis dans la liste de ceux qui y vont, mais il y a encore pas mal de boulot et pas mal d'épreuves à faire, donc on va tout faire pour. Et puis j'espère être à Paris. Deuxième question, je connais pratiquement la réponse. Est-ce que votre employeur est compréhensif pour votre préparation? Oui, j'ai beaucoup de chance avec mon employeur. Ils ont une bonne dynamique et pas mal de membres, notamment du comité de direction, font ou se sont mis au triathlon depuis le partenariat. Et en plus, ils sont partenaires de la fédération de triathlon. Donc j'ai beaucoup de chance là-dessus et ils m'encouragent. Merci. Pour terminer cette émission, une petite virgule pour vous annoncer la solution du mois. Alors,
Human Lab Saint-Pierre, c'est un espace collaboratif de fabrication numérique dédié aux personnes en situation de handicap. Un lieu de recherche de solutions techniques visant à améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Par exemple, et c'est ce qui nous intéresse, adapter le matériel sportif à un type de handicap pour permettre la pratique physique et sportive. Louis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce Human Lab Saint-Pierre ? Je ne suis pas sûr, désolé. Non, mais vous avez le droit de jamais... Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est la vertu de cette émission de faire découvrir. Donc, ça s'appelle Human Lab Saint-Pierre, un espace collaboratif de fabrication numérique qui va permettre donc d'adapter les matériels sportifs, notamment au style de différents types de handicap. Merci beaucoup d'avoir inauguré cet impact qui semble promis un bel avenir, j'espère en tout cas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions sur Sport en France. Merci. Pour améliorer la performance RSE des acteurs du sport, 261 pays vous a présenté Impact.